Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à cet appareil que j'ai eu d'occasion très peu cher. C'est un ancien oscilloscope d'analyse de signaux de chez Tektronix qui était fabriqué dans les années 90, qui était encore disponible fin des années 90. Il y a eu plusieurs versions de ce même appareil. C'est un appareil qui était à l'époque vraiment le très haut de gamme de chez Tektronix, qui était fabriqué en parallèle avec les séries à plugins, des séries 11000, qui sont peu connus. Tout ça, ce sont des appareils assez peu connus que Tektronix faisait à l'époque et qui, même au standard actuel, ne sont absolument pas dépassés ou ringards. Ça, c'est en fait un mainframe, c'est-à-dire une centrale d'accueil de plugins, d'acquisition. Cette centrale est capable de travailler avec des signaux jusqu'à 50 GHz, ce qui est considérable. Lorsqu'on veut manipuler des choses comme ça, les difficultés sont vraiment énormes quand on veut garder l'intégrité du signal jusqu'à la mesure. Différents types de plugins existent avec différentes bandes passantes de 3 à 50 GHz, avec les prix qui valent de beaucoup à exorbitants. Mais actuellement, on peut trouver encore des stations et des plugins à des prix beaucoup plus raisonnables que ce qu'ils ont été avant. À l'époque, fin 90, dans les années 98, ça avait 25 000 € vide, sans les plugins, sans rien. Il faut bien voir à quel niveau on est de type de matériel. Le problème, c'est que celui-là est en panne. C'est pour ça que je l'ai eu à un prix dérisoire. J'ai eu à 150 € en parfait état, sauf qu'il est en panne. Donc il a l'autodiagnostic qui fournit une erreur. Mais après, c'est une loterie. Si on arrive à réparer à ça, cet appareil, alors là, on a vraiment quelque chose qui permettrait d'étudier de près vraiment l'intégrité du signal, au moins dans le domaine audio, mais même beaucoup plus loin. En l'occurrence, des mesures de jitter dans le domaine temporel et des mesures d'intégrité de signal, des mesures de qualité de signal qui sont très difficiles d'accès avec un oscilloscope conventionnel. Ce sont des oscilloscopes numériques, c'était le départ, c'était le début de l'ère numérique au niveau des oscilloscopes, mais à l'époque, on n'atteignait pas des vitesses d'échantillonnage qui étaient très élevées. Ce n'étaient pas des oscilloscopes dits temps réel. Ces oscilloscopes-là, étonnamment, ont des taux des vitesses d'échantillonnage qui sont très faibles. Ici, c'est 200 000 échantillons par seconde. Et on pourrait se demander, mais pour un truc qui a une bande passante qui va jusqu'à 50 GHz, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que le théorème de Shannon à dire au-delà de 100 kHz, je ne peux rien faire avec ça. Alors, ce sont des oscilloscopes très spéciaux qui ont un mode de fonctionnement totalement différent des oscilloscopes conventionnels tels qu'on les utilise habituellement. Et avant de regarder la panne et de regarder ce qu'il y a dedans, on va regarder un peu comment c'est foutu, et regarder un petit peu la panne, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On va regarder un petit peu, c'est quoi un oscilloscope d'acquisition de ce genre par rapport à un oscilloscope analogique, par rapport à un oscilloscope numérique temps réel, par rapport à ce qui se fait actuellement et comment les oscilloscopes ont évolué dans le temps. Pour voir comment, avec ça, on peut mesurer des signaux dans les dizaines de gigahertz malgré des fréquences d'échantillonnage très faibles. Alors, juste une petite description des différences qu'il y a entre les différents oscilloscopes qu'on peut trouver, qui ont existé et qui existent actuellement, que j'ai ici rangé en 3 catégories principales. Après, il y a des variantes, mais en général, ça se range là-dedans. La première catégorie, c'est vraiment la version ancienne, c'est la catégorie des oscilloscopes analogiques, ce qui est tout ce qui utilisait des tubes cathodiques et qui était analogique du début jusqu'à la fin. L'avantage actuel de ça, c'est que ça ne coûte pas cher d'en trouver et ça permet de faire 99% des tâches habituelles. Donc avoir des oscilloscopes analogiques pour faire du travail, pour faire de l'électronique, c'est extrêmement pratique. Ça a des avantages. On peut trouver des oscilloscopes analogiques extrêmement performants pour pas très cher, qui étaient 500 MHz ou 1 GHz de bande passante. Ces oscilloscopes analogiques ont la particularité de montrer en permanence le signal qui rentre. Après, c'est qu'une limitation de la bande passante du système. Donc en fait, à un moment donné, on a simplement une grandeur, on a le temps, on a le trigger qui donne le top départ du point sur l'écran à temps 0, et après, le temps va s'écouler et on a une courbe qui va se faire d'une manière continue. Donc c'est vraiment une visu de l'entrée à partir d'un moment donné par le trigger, la gâchette. Et puis voilà, c'est continu, la limitation vient simplement des vitesses. Plus on va vite,
plus la trace va être élevée, plus la luminosité va être faible, par exemple, d'où certains oscilloscopes analogiques, comme les séries des 71, 03 ou 04 Tektronix qui utilisent des technologies spécifiques. La limitation en fréquence vient vite à cause du problème de visualisation qui s'affaiblit parce que ça va tellement vite qu'il y a beaucoup moins d'électrons qui arrivent sur l'écran. Alors, les oscilloscopes analogiques sont essentiellement des trucs à tube cathodique, par définition. Donc, ça se fait plus, c'est des qui se font plus, mais qui sont toujours utiles parce qu'on peut en avoir pour vraiment pas cher et ça permet de faire de l'électronique très bien. Donc ça, c'est vraiment pour... c'est plus historique. Maintenant, tous les oscilloscopes sont dits numériques ou digitaux. Simplement, il y a une acquisition du signal et après, le signal, une fois transformé dans le domaine numérique, transformé en nombre, c'est affiché, traité, etc. Et ça, dans la catégorie des oscilloscopes numériques, il y a vraiment deux catégories distinctes. Il y a les oscilloscopes actuels qu'on achète, comme le petit que j'ai de chez Athènes, qui sont ce qu'on appelle des oscilloscopes temps réel. Leur but, c'est de faire la même chose que les oscilloscopes analogiques. C'est-à-dire que lorsqu'on a un début de trigger, il va essayer d'afficher, même si c'est d'une manière discrète, d'afficher le signal tel qu'il rentre au fur et à mesure. Le but, c'est d'avoir suffisamment d'échantillons pendant la période de balayage d'un coup, d'avoir suffisamment d'échantillons pour avoir un signal suffisamment précis et suffisamment utilisable. Donc, évidemment, on est lié à la fois à la fréquence analogique du système, ce qu'on appelle le front-end, du système d'acquisition, et la fréquence d'échantillonnage derrière qui doit être au moins égale à 2 fois la fréquence analogique qu'on utilise. Alors, les petits oscilloscopes actuellement qu'on trouve à quelques centaines d'euros se retrouvent environ entre 50 et 100 MHz de bande passante et à 1 giga échantillon par seconde pour 1 ou 2 ou 4 canaux. C'est-à-dire qu'on a 1 milliard de mesures par seconde pour des signaux qui vont jusqu'à 100 MHz, ce qui est un rapport, on va dire, de 1 à 10 en nombre de points par rapport à la fréquence max. Et le nombre de points après acquis en un seul bloc, c'est la profondeur de mémoire. Mais là, la notion de mémoire n'a pas de différence sur les deux types. La mémoire, c'est vraiment permet d'acquérir une plus grande taille à partir du départ de signal, plus ou moins long. Ça permet de faire de l'acquisition sur des longues durées ou des choses comme ça. Mais la notion de quantité de mémoire n'a rien à voir avec ces technologies, que ce soit l'un ou l'autre. Ici, ce qui est important, c'est les oscilloscopes temps réel essayent de faire la même chose que les oscilloscopes analogiques, c'est-à-dire choper le signal d'un seul coup à chaque balayage. Donc, on doit avoir un échantillonnage suffisant pour ça. Alors, les technologies actuelles sont assez extraordinaires. Faut bien voir que bon, le petit oscilloscope que j'ai, ainsi que les Rigol ou ces choses-là qui sont arrivées sur le marché il y a quelques années, ça a été vraiment une révolution. 1 giga échantillon par seconde, c'est vraiment quelque chose qui était un saut qui est assez important, et surtout par rapport au prix où ils étaient vendus. Ça a été vraiment quelque chose qui a complètement bouleversé le marché. Des oscilloscopes numériques qui sont devenus temps réel et qui permettent d'avoir des bandes passantes qui ne sont pas ridicules. 100 MHz, c'est quand même pas mal. Hein. Mais actuellement, lorsqu'on va de l'autre côté du ultra haut de gamme de ce style d'oscilloscope, alors là maintenant, on atteint des oscilloscopes qui vont jusqu'à environ 60 GHz. Il faut bien voir où ça se situe. Et des vitesses d'échantillonnage de 160 giga échantillons par seconde. C'est considérable, c'est considérable. Ça, chez Agilent, il y a un oscilloscope à 4 canaux. Chaque paire de canaux est capable de faire ça, ce qui est considérable. Bon, l'appareil avec ses options, c'est $1,5 million. Hein, on n'est pas là pour rigoler. Mais on voit que, en fait, ce sont des oscilloscopes temps réel qui permettent de faire vraiment du travail sur des signaux ultra rapides. Le problème, c'est que c'est vraiment très cher parce que ça demande des acquisitions et des conversions analogiques numériques ultra rapides, avec toujours une contrainte de qualité d'acquisition, parce qu'on est là dans la mesure, on n'est pas là pour faire du joli, on est là pour faire des mesures et de l'évaluation. Donc là, non seulement les acquisitions sont ultra rapides, mais alors les horloges,
les synchronisations, le jitter des horloges et tout ça, on est dans un autre monde. C'est pour ça, ça coûte cher et on sait pourquoi. Néanmoins, là c'est actuel, mais à l'époque de l'appareil dont on va voir là, à l'époque on ne savait pas faire ça, on n'avait pas la technologie. Pour pouvoir faire ça, ils sont obligés de passer à des matériaux semi-conducteurs, peut-être arsénure de gallium ou indium phosphore, enfin des choses comme ça, d'autres systèmes qui sont beaucoup plus rapides que le silicium quand il s'agit de faire des commutations et des choses comme ça. Donc ce sont des process technologiques industriels qui sont nouveaux, qui n'existaient pas à l'époque. Alors comment ça se passait à l'époque? À l'époque, les vitesses d'échantillonnage étaient bien inférieures à celles des signaux qu'on voit mesurer. La première chose que ça veut dire, c'est que ces oscilloscopes ne sont pas capables d'acquérir un signal unique. C'est-à-dire un signal qui arrive qu'une fois, contrairement à ça, ou à ça. Ça permet ça de stocker un signal unique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir, lorsqu'on fait un balayage, on ne peut pas avoir tous les points d'un coup. On peut en avoir un, éventuellement. Donc on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc, ces oscilloscopes, dont la fréquence d'échantillonnage est bien inférieure à la fréquence, ou 2 fois la fréquence analogique des signaux qu'on veut faire, en fait, ça ne peut fonctionner que sur des signaux répétitifs. Pas forcément périodiques, mais répétitifs. C'est-à-dire que pour acquérir le signal, par exemple ici, le signal qu'on veut acquérir, en fait, ce qui va se passer, il y a plusieurs stratégies pour ça, mais le principe c'est, on va mettre le trigger sur un événement, sur ce signal répétitif, et à chaque fois que le trigger va revenir, on va faire une mesure, quelque part. Et on va le faire plein de fois. Et on va faire de telle sorte qu'on ne va pas retomber au même endroit. Et c'est l'accumulation de points sur un certain nombre de mesures qui va à la fin, au bout d'un certain temps, obtenir la forme de l'onde qu'on veut au départ. Donc la seule limitation ici, c'est le temps que va prendre l'acquisition pour régénérer le signal. Et pour faire ça, il faut forcément, par définition, un signal qui soit répétitif. Ou périodique, ici, si on veut reconstruire le signal idéalement, il faut qu'il soit périodique. Mais pour des signaux qui contiennent de l'information, qui sont des signaux numériques qui ne sont pas forcément les mêmes tout le temps, mais par contre qui ont une espèce d'horloge intégrée quand même, comme du SPDIF ou tout un signal série en général, il y a de toute façon une notion de signal qui revient en permanence, c'est-à-dire quelque chose dans le signal qui permet de retriguer et de repartir pour refaire une mesure. Alors, il y a plein de stratégies pour faire ça. Les deux principales, la première, c'est l'acquisition aléatoire, c'est-à-dire que on met le trigger sur un événement, sur un niveau, quelque chose comme ça, et après, on fait une acquisition en permanence à une valeur donnée de vitesse. Mais comme la périodicité de la base de temps, donc du trigger, n'est pas forcément corrélée avec la fréquence d'échantillonnage, mais à chaque fois que ça va revenir, la fréquence d'échantillonnage, une fois elle va faire là, là, la deuxième fois elle va tomber là, là, la troisième fois elle va tomber là ou là, et puis au fur et à mesure ça va se cumuler d'une manière plus ou moins aléatoire. Hein. Et donc en fait, ça ne fonctionne que si vraiment la vitesse de balayage et la vitesse d'échantillonnage sont très différentes. Si jamais il y a une corrélation entre les deux, on risque d'avoir une accumulation de points à certaines zones et avoir beaucoup de mal à obtenir toute la courbe. Donc ça, c'est le défaut de la méthode, on va dire pseudo-aléatoire ou aléatoire. Ce qui est utilisé, par exemple, dans l'oscilloscope ici, ou une variante, c'est un système d'accumulation qui va créer la courbe au fur et à mesure. Alors comment ça se passe? Simplement, lorsqu'il va faire une mesure, la première fois, il va faire la mesure au moment où va y avoir le trigger. La deuxième fois, quand il va revenir, il va faire la mesure au moment où il y a le trigger plus un retard. La troisième fois, il va refaire une mesure où il y a 2 fois ce retard, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va rajouter un bout de temps supplémentaire entre le moment où le trigger arrive et le moment où il va faire sa mesure. Ce qui fait qu'il va obtenir la forme au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, après avoir fait un décalage comme ça. Donc, après, c'est qu'une question de temps pour faire de l'acquisition. Alors, si le signal est super propre, c'est nickel.
Maintenant, quand un signal, par exemple, a du jitter, ou quand le signal n'est pas vraiment périodique, par exemple, du SPDIF, c'est un code biphase, c'est-à-dire que ça va être un signal comme ça, qui peut durer d'une manière aléatoire un ou deux périodes. La fois d'après, ben, ça peut être une période complète, une, et puis deux, et puis etc. On a quand même des fronts montants et descendants qui vont toujours tomber à peu près au même endroit, mais d'une fois sur l'autre, ça ne va pas forcément être la même manière. Ça peut être montant, descendant, et puis voilà. Donc, en fait, ce qui va se faire, c'est à ce niveau-là, à chaque balayage, parce qu'après, une fois qu'il aura fini la trace, il va reprendre et recontinuer. En fait, il va accumuler des points qui vont faire un signal qui va s'accumuler au fur et à mesure. Et à la fin, on peut se retrouver simplement avec ce style de truc. Et à force d'accumuler des points, à la fin, ben, qu'est-ce qu'on obtient dans ce genre de mesure? On obtient des diagrammes de l'œil. En fait, on a accumulé des points en prenant à chaque fois l'onde qui arrive, à chaque fois en prenant des points aléatoires dessus, sur des ondes différentes, etc. À force d'accumulation, on se retrouve à des zones où il y a beaucoup de points, des zones où les points sont plus espacés, des zones où il n'y en a pas, ce qui est l'ouverture du diagramme de l'œil. Et en fait, c'est comme ça qu'avec ces appareils, on arrive à faire ce style de mesure, pendant des mesures de jitter. C'est vraiment par accumulation de points à mort. Et par contre, ces signaux-là peuvent être ultra rapides. Ce qui compte, c'est que l'acquisition ne soit pas forcément rapide, mais qu'elle se fasse très vite. Et c'est ça la clé. Ce sont des acquisitions lentes dans le temps, mais extrêmement rapides quant à leur manière de le faire. Et la qualité de haute fréquence n'est exclusivement liée à la tête d'acquisition. C'est elle qui contient toute la partie analogique haute fréquence et le convertisseur qui va être piloté au niveau de son acquisition. Et l'acquisition va être ultra rapide. Hein, et toute la partie analogique est extrêmement rapide aussi. Donc, en fait, quand il s'agit de mesurer un signal qui va faire ça, ce serait bête d'avoir en fait un DAC qui ne peut pas aller plus vite que ça au niveau de son acquisition. Donc, on va tout perdre. Donc, il faut que, même si les points sont très espacés dans le temps, il faut pouvoir mesurer une tête d'acquisition qui va peut-être faire ça comme ça, avec peut-être un léger ralentissement quand même, mais au moins le point va se faire sur quelque chose qui est rapide. Donc il faut que toute la partie analogique et l'acquisition soit ultra rapide, donc elle est vraiment liée à la fréquence analogique d'utilisation, mais la fréquence d'échantillonnage finalement, il suffit d'être patient, il suffit d'accumuler, et la mémoire, elle accumule. Et en fait, dans ces oscilloscopes-là, la mémoire n'est pas qu'une mémoire de présence ou d'absence, c'est une mémoire d'accumulation. C'est-à-dire que la mémoire peut avoir des valeurs qui croissent. À chaque fois qu'il y a un point qui tombe dessus, en fait, la valeur dans la mémoire va augmenter. Et en fait, on a une accumulation de points à certains endroits. Et ça permet de faire des études temporelles de signaux répétitifs, mais pas forcément périodiques. Comme le SPDIF, c'est pas périodique, c'est répétitif. Et ça permet de faire des acquisitions de signaux extrêmement rapides avec des fréquences d'échantillonnage assez lentes, bien qu'il y ait quand même tout un système analogique extrêmement performant. Ce n'est qu'une question de temps d'acquisition, ce n'est pas une question de vitesse en soi. Il suffit d'être patient. Et en laissant tourner l'appareil suffisamment longtemps, on obtient par exemple des diagrammes de l'œil. Et ces appareils-là ont un soft intégré, il y a tout un firmware qui permet, une fois qu'on a fait l'acquisition, de faire des zones sur les transitions, de faire des histogrammes sur ces zones, donc d'obtenir toutes les mesures habituelles sur le jitter. Et des histogrammes, on peut faire d'autres études, calculer le bruit de phase, on peut faire des tas de trucs. Et il y a aussi un calcul de FFT, c'est-à-dire de voir ce système-là dans le domaine fréquentiel. Il y a un système de transformation de Fourier intégré. Donc, ces appareils qui s'appellent des CSA, c'est Communication Sample Analyzer ou quelque chose comme ça. C'est Communication Signal Analyzer. Ce sont des trucs vraiment dédiés à l'étude de ce style de signaux. Et c'est ça l'intérêt de ce truc-là, c'est que s'il fonctionne, on a quelque chose qui permet de faire des mesures qu'on n'a vraiment pas la possibilité d'avoir habituellement. Et là, on peut voir en vrai ce qui se passe et ne pas croire ce que l'on peut dire dans le monde audiophile, où les horloges et les femtosecondes se rencontrent et se disent, mais sans jamais rien prouver.
Avec ça, avec même un appareil qui a 20 ans comme ça, on peut aller voir ce qui se passe réellement et on peut voir si on a vraiment des signaux où l'intégrité est bien celle qui est annoncée par les fabricants audiophiles. Donc voilà, c'est vraiment la différence fondamentale dans ces systèmes d'oscilloscopes numériques. Actuellement, ces oscilloscopes d'acquisition, les sampling oscilloscopes, tendent à disparaître parce que en fait, les fréquences d'échantillonnage deviennent tellement élevées que ces oscilloscopes d'acquisition se rapprochent de plus en plus des oscilloscopes de temps réel. Et en fait, ils tendent à disparaître et la frontière entre les deux tend vraiment à devenir de plus en plus faible. L'autre intérêt de ça, d'avoir une fréquence, enfin un intérêt, disons, le fait d'avoir une fréquence d'échantillonnage basse, qui ne soit pas finalement un frein pour ce style de mesure, permet d'utiliser des convertisseurs analogiques numériques de plus grande précision, contrairement aux oscilloscopes temps réel. En temps réel, en général, on a 8 bits, donc 256 niveaux. Ici, on peut avoir 12 ou 14 bits de précision. Celui qui est là, c'est 14 bits. Ces appareils, c'est 12 à 14. Donc on a vraiment des signaux avec beaucoup moins de bruit, beaucoup plus de précision. On peut faire vraiment des études, des détails, des zooms qui sont beaucoup plus précis. Et c'est l'avantage qu'on peut tirer du fait d'avoir une fréquence d'échantillonnage plus faible. On peut augmenter la précision. Mais actuellement, les meilleurs en temps réel sont tellement rapides que par moyennage, ils permettent d'augmenter artificiellement le nombre de bits. Par exemple, les trucs Agilent, ce sont des 8 bits en toute rigueur, mais par calcul et par accumulation de points, vu leur vitesse, on peut atteindre 12 bits de précision équivalente. Donc la frontière vraiment tend à se réduire aussi bien au niveau des fréquences d'échantillonnage qu'au niveau de la précision. Néanmoins, celui qui est là, qui est quand même une vieillerie, en fait, il est ultra précis, il permet de faire des trucs très rapides, il permet vraiment de voir des trucs, même en 2013, où il pourrait même être utilisé dans des trucs genre Serialata 6 gigabits, du USB 3 ou des choses comme ça, il pourrait être utilisé. Parce que 50 GHz de bande passante, c'est quand même considérable. On est encore bien au-delà de ce que ces interfaces ultra rapides demandent pour faire l'évaluation. Donc voilà, c'était vraiment les principes de base de ces oscilloscopes et leurs différences pour voir que ce sont vraiment des appareils spécifiques à une utilisation bien déterminée. Alors voilà comment se présente l'appareil de devant. C'est vraiment un look très particulier, hein, un peu rétro. C'était vraiment un look très spécifique à Tektronix avec cet écran vertical parce que c'est un système qui fonctionne avec des menus, un menu qui sont tous en bas et une visu qui est juste en haut, donc il était plus facile à l'époque d'utiliser un écran CRT, un écran à tube cathodique, tourné à 90 degrés, le balayage est vertical, hein, il est dans le sens, il est tourné par rapport à d'habitude, et tout se fait à l'écran parce que, chose plutôt avancée pour l'époque, c'est un système tactile. La dalle ne l'est pas, c'est pas un système capacitif comme on peut voir actuellement, mais ce sont des rayons infrarouges qui sont de chaque côté, qui permettent de localiser l'endroit où on touche sur l'écran. Donc c'est un système tactile qui évite d'avoir 36 000 boutons sur le système. On a juste quelques boutons supplémentaires ici, puis des boutons ici d'utilisation indépendante, comme acquérir une courbe, faire une copie sur une imprimante qu'on peut brancher à l'arrière. Voilà. Donc voilà, c'est réduit à sa plus simple expression, tout se fait par des menus. Ici on a les emplacements pour les 4 plugins. Alors ça c'est le CSA 803 qui est vraiment dédié communication et analyse de signaux. On peut faire des masques sur des signaux, des choses comme ça. Il existe un appareil très très proche qui est la série des 11800, 11801 en fait, et qui est la même base matérielle, mais où on peut mettre beaucoup plus de plugins, ce qui permet de faire plus de l'analyse de signaux en tant qu'analyseur logique, et non pas analyseur de qualité de signal, même si on peut le faire aussi. L'autre appareil a aussi un rack supplémentaire avec plein de trous, on peut mettre jusqu'à, je ne sais pas combien, je crois 136 canaux en permanence, en même temps. Donc c'est pas tout à fait la même utilisation, même si c'est la même base matérielle. Donc celui-là n'a que en fait 2 plugins d'acquisition. Souvent les plugins ont 2 canaux, donc ça fait 4. Et ça, ce sont des emplacements qui servent qu'à alimenter des plugins qui génèrent des signaux. C'est pour ça qu'ils s'appellent Power Only. En fait, à l'intérieur, on n'a pas d'entrée de signaux. On n'a que des systèmes pour alimenter. Voilà, donc ici on a le calibrateur spécifique ou un trigger ou une base de temps externe, enfin des différents plugins spécifiques pour ça.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher, on va voir ce qu'il fait quand il démarre. Alors bon, c'est un gros appareil avec son gros ventilateur. Hein. C'est assez rustique, mais c'est vraiment un appareil qui n'est pas du tout ringard encore actuellement, sur certains aspects. Donc il commence par faire tout un lot de diagnostics internes, carte après carte, et conversations entre cartes. Donc il va vraiment tester tout son système. Ce qui permet en cas de problème d'avoir un code d'erreur qui théoriquement permet de localiser le truc. Donc là il fait une alarme et il tombe sur cet écran. Donc c'est la forme habituelle de ce style d'appareil avec tous les menus en bas et la zone. D'habitude ce sont des courbes et des choses comme ça, mais ici la zone d'information. Alors c'est un système de menus arborescents d'erreurs. Ici on a les quatre catégories principales exécutives, qui est tout ce qui est processing, display, tout ce qui est, etc. Et en fait, on peut aller dans chaque sous-ensemble du truc et avoir plus de précision sur la panne par rapport au bloc précédent. Donc c'est vraiment un système arborescent. Donc ici on est au deuxième niveau. Sur l'erreur en elle-même, on peut aller au troisième niveau. Et on a à la fin l'information sur exactement l'emplacement où se trouve l'erreur. Et ici, l'erreur est indiquée étant sur la base de temps. Donc a priori sur la carte de la base de temps. C'est la carte qui supporte ces quatre prises, ainsi que la prise de masse pour protection électrostatique. Ici on a des entrées de triggering extérieures, ici on a une sortie de calibrateur et on a la sortie horloge interne si on veut se synchroniser dessus. Donc c'est a priori cette carte là qui pose un problème. Le souci ici c'est que la documentation sur ces erreurs là est extrêmement maigre et Tektronix n'a absolument pas ouvert les informations sur ces appareils là, contrairement aux autres appareils qui habituellement où ils faisaient des manuels de service extrêmement complets, extrêmement utilisables. Malheureusement, à partir de ces matériels-là, il est quasiment impossible d'avoir des manuels de service dignes de ce nom. Et là, on est dans un cas de figure où on espère avoir de la chance de tomber sur une panne simple. Parce que si la panne est beaucoup plus orientée dans le matériel, il n'y a quasiment aucune chance de réparer. Alors, c'est vrai que quand on prend par exemple un manuel de service, ici c'est un oscilloscope de la série 7000, c'est juste un peu avant, on a des manuels de service incroyablement complets, avec tout le hardware, tous les circuits, tous les schémas, voilà. Et ça c'était fourni avec les appareils, c'est ça qui est incroyable. Et ça, avec ça, on peut dépanner. Malheureusement, ces appareils-là sont fournis avec un manuel de service, toujours pareil, sauf que dedans, il n'y a rien. Il n'y a que des banalités, comment changer une carte, bon, un peu de description, les blocs sont agencés, mais il ne faut pas compter avoir le moindre schéma, la moindre description de composants et la moindre description précise des codes d'erreur, etc. Et ça, c'est un gros souci, c'est que Tektronix n'a absolument rien sorti sur ces appareils. Donc là, on est vraiment dans un cas où c'est la loterie. Je déconseille fortement, quand on veut acheter un appareil que l'on sait en panne, je déconseille fortement d'acheter un appareil dont on n'a pas le manuel de service, dont on est sûr d'avoir les schémas, la liste des composants, tous les branchements et des signaux sur lesquels on peut aller pointer ici ou là pour voir comment ça se passe. C'est extrêmement risqué d'essayer de dépanner un appareil si on n'a pas le manuel de service. Le seul cas où on pourrait se permettre de le faire, c'est quand on l'achète vraiment pas cher, ce qui était le cas de ce truc-là. Alors là, c'est purement un coup de bol. Parce que je rappelle, si jamais on arrive à réparer ça, on aurait vraiment un appareil vraiment d'enfer pour analyser, par exemple, les signaux de jitter et des choses comme ça. Donc, a priori, c'est sur la base de temps que ça se passe. On va ouvrir le truc, on va regarder comment c'est fait dedans, hein, et puis on va essayer de tâter un peu le terrain, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors ici, j'ai enlevé juste le couvercle de-dessus. On voit que vraiment on est dans... Tout est blindé dans tous les sens. Hein. Ici, on a tout un système de blindé, mais on est avec une tôle d'aluminium, peut-être de 2 mm qui entoure le tout. On est vraiment dans quelque chose qui est fait dans les règles de l'art, parce qu'on est vraiment dans quelque chose où on travaille dans les fréquences où les problèmes arrivent très très vite. Donc il ne faut pas que l'appareil vienne perturber le signal. Donc
C'est vraiment fait dans les règles de l'art. Je vais le débrancher pour être sûr. Voilà. Donc ici on a toute la partie support des plugins. Ici on a l'alimentation, hein, alimentation linéaire qui peut s'enlever complètement. C'est vraiment un système complètement modulaire. On peut enlever tous les blocs les uns derrière les autres. Ici, en fait, on a un fond de panier avec toutes les cartes. Donc là, je vais... Voilà. Ici, on a les fonds de panier avec toutes les cartes. Cartes d'acquisition, de calcul, processeurs, etc. qui sont toutes les unes derrière les autres. Elles sont alimentées par tous ces câbles-là. Hein. Ça vient en général des alimentations. Hein. Il y a très peu de... Tout ce qui est hors signal. Tous les signaux en eux-mêmes transitent par le fond de panier. Ici, on a évidemment le tube cathodique, son alimentation. Alors, on peut regarder cette partie-là, voir que en fait, contrairement à ce que l'on a d'habitude, je vais prendre ça. Contrairement à ce que l'on a d'habitude, ici c'est un oscilloscope d'acquisition numérique. Donc on n'a pas cette contrainte d'avoir des tubes cathodiques extrêmement rapides qui suivent le signal, évidemment. Donc là, on n'est plus dans des tubes cathodiques électrostatiques qui sont chers, qui réclament des technologies particulières et qui sont très longs, qui feraient toute la longueur hein, dans ce cas de figure et qui ne permettraient certainement pas d'atteindre les 30 ou 50 GHz de bande passante. Déjà 1 GHz ou 2 GHz, c'est déjà exceptionnel. Donc ici, en fait, étonnamment, on a un tube de télé. Voilà. On a un tube de télé. Tout à fait normal. Et c'est même un tube Sony. C'est même pas un tube Tektronix, c'est un tube Sony, magnétique, déviation magnétique. Tout à fait normal, avec une THT là, hein, réglage interne, etc. Bon. Il n'y a absolument rien de spécial à ce niveau-là. Mais il faut bien voir que ça pose de gros problèmes d'émission d'interférence. Alors donc tout est, surtout cette partie-là, est totalement blindée dans tous les sens pour éviter que cette partie-là, ainsi que l'alimentation qui est au bout là-bas, viennent interférer là-dedans. Donc c'est quand même une construction, on n'est pas là pour rigoler quoi. Hein. Donc ça c'est la partie visible là. Bon, il y a des cartes partout, hein. Il y en a encore une ici, il y a des cartes, bon, les cartes d'acquisition, etc. Et il y a encore en dessous de l'appareil, donc je vais le retourner, parce que c'est là que se trouve la base de temps, et c'est là que se trouve a priori le problème. Donc je vais remettre ça, je le retourne, et on va regarder de l'autre côté, voir si on voit quelque chose de suspect. Alors vu d'en dessous, on a une magnifique carte qui fait, on va dire, les 2/3 de l'appareil. Maintenant, un appareil en panne, c'est souvent des pannes d'usure et de vieillissement. C'est rarement des semi-conducteurs qui se mettent à péter comme ça sans raison. Alors soit on a bourriné le truc et puis ça a fait péter un circuit d'entrée ou tout comme ça, mais la base de temps, on n'y a pas trop accès à ce niveau-là. À part peut-être le trigger qui serait cramé parce qu'on a foutu quelque chose de trop fort dedans. Mais à part ça, des circuits, des processeurs qui se mettraient à plus marcher et tout ça, c'est peu probable. Ça pourrait arriver si, par exemple, ce sont des choses qui chauffent beaucoup et si une pâte quelconque thermique a été mise, elle s'est mise à sécher et en fait, la dissipation thermique est compromise. Alors ça pourrait être quelque chose qui a permis un vieillissement prématuré des circuits. Mais c'est plutôt rare. Un autre cas de figure serait des micro-coupures, une soudure qui aurait foiré, qui aurait travaillé parce qu'un environnement un peu chaud ou des choses comme ça, on fait des dilatations thermiques, des choses comme ça. Mais ici, c'est essentiellement du trou traversant, c'est quand même très peu sensible à ce genre de problème. Après, ça peut être des défauts dans les circuits imprimés, des choses comme ça, des pannes mécaniques. Mais c'est plutôt rare, ça arrive mais c'est plutôt rare. Mais la première chose, et ce sont des types de pannes qu'on espère avoir parce que c'est plus facile à trouver, ce sont les pannes habituelles de vieillissement. Alors qu'est-ce que ça peut être? La première panne, ce sont les condensateurs chimiques qui, ici, sont vieillissent ou des choses comme ça. Et ça, on peut voir ce genre de soucis sur les tensions d'alimentation qui deviennent incorrectes, sur une capote un peu bombée. Surtout, c'est un appareil qui date de début des années 90. Le firmware date de 93. Hein. Alors, ça, c'est le programme de la base de temps. Ça date de 93, donc voilà, ça a 20 ans.
et on pourrait éventuellement avoir un problème d'alimentation. Là, c'est pas trop possible parce que l'alimentation est partagée sur toutes les cartes et il y a plein de cartes qui passent leur test sans problème. S'il y avait un problème d'alimentation, déjà, dès la première carte, il y aurait des soucis. Alors, on pourrait avoir un problème sur une tension de référence, éventuellement. Ce serait possible. Malheureusement, c'est pas super documenté à ce niveau-là. On peut assez facilement vérifier les tensions d'alimentation parce qu'il y a un connecteur là-bas, là, ici, derrière ici, où toutes les tensions d'alimentation sont disponibles. Donc ça, un voltmètre, on vérifie et c'est bon. Donc j'ai déjà fait cette vérification-là, toutes les tensions d'alimentation sont correctes. Donc ce n'est pas ce genre de souci. Souvent on espère une panne d'alimentation parce que c'est plus facile à réparer. Souvent on se retrouve avec une alimentation qui est en court-circuit. J'ai déjà eu le cas, et ce sont souvent des condensateurs Tantale. Ça, c'est une plaie, hein. C'était bien à l'époque, mais en fait, dans le temps, ça devient une vraie plaie. Ce sont les condensateurs Tantale qui se mettent en court-circuit. Mais ici, il n'y a pas de condensateur Tantale. J'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a dans d'autres cartes, mais ici, c'est essentiellement du condensateur chimique. C'est Nippon Chemicon standard. Je ne vois pas de Tantale. Il y en a peut-être qui traînent, mais je n'ai pas l'impression d'en voir. Enfin. Donc c'est pas trop le souci, a priori. Alors, autre source de panne, et là on va se pencher plus là-dessus, ce sont des pannes de piles et de batteries. Ce sont des appareils qui datent de fin 80, début 90, et il y a des, comme il y a sur les PC actuellement, il y a des piles pour sauvegarder des données. Ici, il y a 3 sources d'alimentation par des batteries lithium. Il y en a 2 sur les cartes fond de panier derrière, qui conservent les courbes stockées et qui conservent la date, l'heure, etc. Alors, j'ai dégoté par pure, on va dire par pure sécurité, des piles de rechange. Alors, ce sont des piles standards lithium qu'on retrouve assez souvent. Hein. On les changera pour voir. Ce sont des piles de ce genre. Alors, ce sont des piles lithium vraiment standards. Quand on a des vieux appareils comme ça, il faut changer les batteries systématiquement parce que il est quasiment sûr que ce sont les batteries d'origine et ça dure peut-être 10 ans, mais 20 ans c'est quand même déjà un peu moins. Alors le moyen de vérifier ça, c'est de mesurer la tension qui doit être de 3 volts. 3 volts ou plus. Si on tombe en dessous, comme les piles lithium gardent leur tension jusqu'à l'extrême limite, dès que ça tombe en dessous, ça veut dire qu'elle est vraiment prête à lâcher. Alors, c'est pas aussi trivial que ça de changer ça. Il faut vraiment se méfier d'une chose absolument fondamentale, c'est qu'il y a des appareils qui conservent leurs données de calibration type propre à cet appareil-là et pas aux autres via ce billet. Et ça, on voit souvent ça dans les voltmètres, comme par exemple les Hewlett-Packard, les gros voltmètres de bureau du Hewlett-Packard, les données de calibration de ces appareils sont conservées via ça. Donc il est hors de question de dessouder ça pour remplacer avec une parce que l'appareil est mort, il est plus récupérable, on a perdu toutes ces données de calibration. Donc c'est très délicat de changer ça dans ce style d'appareil. Il faut alimenter continuellement l'appareil pour enlever la batterie et la rechanger. Donc il faut vraiment prendre des précautions. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de données de calibration stockées par ce style d'appareil. Donc, on n'a pas trop ce souci-là. Donc, il y aura 2 piles éventuellement à changer derrière. Là. Mais ça, c'est facile. Ce sont des batteries, heureusement, standards, faciles à changer. Mais j'ai été mesurer ces 2 batteries-là. Elles sont à plus de 3 volts. Donc, a priori, c'est pas trop un souci à ce niveau-là. Et de toute façon, ce sont des piles qui ne sont pas sur la base de temps et qui ne retiennent que des choses finalement pas trop ultra importantes, la date, l'heure, des courbes dont je n'ai que faire. Donc c'est pas trop ça qui va faire que ça va merder. Maintenant, sur la base de temps elle-même, il n'y a pas vraiment de pile. On peut toujours essayer de fouiller, il n'y a pas de pile. Mais, on retrouve ça sur ces appareils à l'époque où il n'y avait pas de mémoire flash tels qu'on les trouve actuellement à tout bout de champ, qui ne nécessitent pas d'alimentation pour garder leurs données. Il existait à l'époque un moyen, qui était une sorte de bidouille, qui était de prendre des mémoires statiques standards, donc qui nécessitent une alimentation, mais pas de rafraîchissement, et de les monter sur quelque chose qui contient une pile, qui permet de transformer artificiellement ces mémoires en mémoire permanente. Et
c'est ce qu'on retrouve ici. La troisième source où il y a des piles, tel que c'est documenté dans le manuel de service, hein, c'est cette source-là, hein, c'est là-dessus. Il y a cette troisième source qui est en fait que l'on voit ici. C'est ici. Il n'y a pas de pile, c'est là que ça se passe. En fait, ici, ce sont deux mémoires vives qui sont montées sur des, on va dire des espèces de supports qui contiennent une puce de monitoring de tension et deux petites piles lithium noyées dedans qui permettent d'alimenter ces mémoires-là quand l'appareil est éteint. Alors ça, ce sont stockées ici certaines données utilisateurs, certaines configurations et autres, et qui sont ici stockées et récupérées à l'allumage. Et donc, ça se teste. Et en fait, alors faut retrouver les datasheets de ces trucs-là. En fait, ce qui se passe, c'est que pour voir exactement ce que c'est, en fait, il faut enlever. On va enlever les. J'ai enlevé une mémoire pour montrer comment ça se comporte, comment ça se présente. Alors, voilà, c'est en fait une mémoire conventionnelle. C'est les mêmes que celles qui sont sur le côté, qui sont montées de manière standard. C'est une mémoire qui est montée sur un support. À l'époque, ça s'appelait, je crois, Smart Socket, chose comme ça. C'est fabriqué par Dallas. Et on a une puce ici qui est un composant de surveillance des batteries et qui fournit un signal quand les batteries deviennent faibles. Hein, et ça permet à l'appareil de dire attention, le support ne tient plus le contenu des mémoires là. Alors, le problème avec cet appareil-là, c'est que cette panne-là de pile a un code d'erreur spécifique qui n'est pas celui qu'on a. Donc, le problème, c'est qu'on se dit, bon, ben, c'est pas ça, quoi. Donc, je vais le remettre, et il y a moyen de vérifier si la tension est correcte ou pas. Parce que la tension de la batterie est disponible sur deux broches. Ça permet de vérifier si c'est correct. Et le constructeur donne, en fait, d'ailleurs Tektronix aussi, si la tension est en dessous de 2 volts 1, il faut changer le support. Donc, le moyen de calculer ça, de mesurer, c'est entre la broche 28 et la broche 14. Donc ici, j'ai 2 volts 34. L'appareil étant éteint. Hein. Donc ici, les piles sont encore bonnes. Bien que les puces soient de 1989. Ce qui est quand même... elles durent vachement longtemps quand même. Et l'autre... l'autre, j'ai rien. J'ai rien. J'ai même pas de valeur. C'est vide. A priori, celui-là est mort. Donc, déjà, rien que là, on peut se dire, il y a un problème. Ce support-là n'est pas bon. Et là, on peut quand même... se dire que ce style de panne, ici, en fait, il y a deux batteries en même temps. Et on peut se dire que, bon, l'appareil est capable de détecter que les batteries sont faibles, mais qu'est-ce qui se passe quand il y en a seulement un des deux? L'un ou l'autre? Est-ce qu'il se comporte de la même manière? Finalement, peut-être pas. Peut-être que quand il y en a un des deux qui marche, mais en fait, il fait une erreur. Quand il y a l'autre qui marche, c'est pas le premier, peut-être qu'il fait une autre erreur. On n'en sait rien. Néanmoins, il y a quand même un problème à ce niveau-là. Quelque part, c'est un peu rassurant. Alors bon, ben, tant qu'à faire, vu qu'il faut, si de toute façon on veut le faire marcher, il faut réparer ça, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de trouver le moyen de remplacer ces trucs-là. Alors, ce ne sont plus des composants disponibles, évidemment. Ce sont des trucs totalement introuvables. Ces Smart Socket sont introuvables. Mais on peut trouver des substituts qui ne sont plus des mémoires statiques avec un support comme ça, mais qui sont des blocs tout faits, qui sont basés sur le même principe, et qui sont actuellement disponibles, qui sont bien sûr qui sont plus rapides, de meilleure qualité, ou tout ce qu'on veut, mais qui sont faits des remplacements, des trucs qui remplacent directement l'ensemble. Alors, j'ai réussi à dégoter deux pièces de rechange,
qui sont ici fabriqués par ST Microelectronics. Alors ça, ce sont des mémoires. Elles sont disponibles chez Farnell. J'ai ça chez Farnell. Ce sont des blocs mémoire qui, en fait, sont... Est-ce qu'il va ajuster dessus? Voilà. Donc, voilà, ce sont des blocs mémoire. Il existe une version chez ST Microelectronics. Dallas en fait d'autres. Ce sont des blocs de remplacement direct pour ce style de mémoire. Alors ça remplace à la fois la mémoire et le support qui contient les batteries. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va commencer par remplacer ça. Comme ça, on aura réglé ce problème-là, parce que là, évidemment, il y avait un problème. Il y a un problème de batterie, il y a un problème de mémoire qui n'est pas sauvegardé, bien que, a priori, l'erreur liée à ça ne soit pas celle qu'on est. Donc on va déjà remplacer ça. Donc là, j'ai les deux blocs mémoire. Il ne faut pas les mettre à l'envers autant que possible. Voilà. Voilà. Là au moins déjà j'ai remplacé ça. Ça peut pas faire de mal. Alors ce sont des trucs qui coûtent quelques dizaines d'euros la pièce. C'est pas donné hein, ces trucs là. Mais bon. Je veux dire que si ça permet de remettre d'équerre l'appareil, de toute façon ce serait un rapport qualité-prix imbattable. Ah, petite remarque là-bas, c'est le quartz, ici, de l'appareil. Probablement au moins un TCXO, donc un quartz compensé en température, voire un OCXO, mais en fonctionnement il ne chauffe pas. Donc je pense que c'est un quartz compensé en température, qui est de chez Vectron. Alors c'est le style de quartz ultra haut de gamme, probablement de l'époque. Ça, c'est ce qui permet d'avoir des bases de temps avec des jitters ridicules. Parce que le jitter de la base de temps va faire partie de la mesure elle-même. Donc il faut que ce soit absolument le plus faible possible. C'est tout l'art de ça, c'est pas la vitesse, c'est la stabilité. Et c'est en ça que ces appareils sont encore exceptionnels aujourd'hui. Donc, c'est simple, hein. Je vais le retourner, puis on va le brancher, puis on va regarder ce qui se passe une fois qu'on a remplacé ces trucs-là. Bien, bon, je l'ai retourné, j'ai branché. On va voir ce qui se passe à l'allumage. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Hein. Alors, comme toujours, tests d'écran, des tests de machin, des tests de bidule, etc. Ah! Et ben voilà. Ah ben là, ben voilà. Ça a passé tous les tests. Ça. Mais c'est. C'est encore plus facile que j'aurais pensé. Et voilà. L'appareil est réparé. Donc c'était gros coup de bol. Gros coup de bol. C'était une simple panne de pile. Bien que l'erreur ne corresponde pas vraiment à ça, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il n'y en avait qu'une des deux qui était en panne et pas l'autre. Et en fait, pour les diagnostics, ça donne un appareil qui est à la fois ça marche ou ça marche pas, et ça tombe, il ne fait pas de diagnostic correct.